Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous toutes les notions essentielles à connaître sur le sommeil des enfants. Dans un premier temps, on va déjà définir ce qu'est le sommeil et voir surtout à quoi il sert. Donc, alors, si vous me voyez baisser les yeux, c'est que j'ai mes notes juste là. Le sommeil, il correspond à une baisse de l'état de conscience qui vient séparer deux périodes d'éveil. On est éveillé, on dort, on est éveillé, tout simplement. Il se caractérise par une perte de la vigilance, plus ou moins importante, une diminution plus ou moins importante du tonus musculaire et une conservation partielle et limitée de la perception sensitive. On considère que le sommeil, pour un enfant de moins de 6 ans, ça représente quand même la moitié de sa vie. Un enfant de moins de 6 ans, il va en moyenne dormir 12 heures par 24 heures. Donc, c'est tout simplement la moitié de sa vie. C'est aussi pour ça que c'est particulièrement important de mieux comprendre ce sommeil pour pouvoir en prendre soin. Le sommeil, il joue un rôle essentiel dans plein de fonctions biologiques. Le maintien de la vigilance pendant l'état de veille. Donc si tu es trop fatigué, tu vas être beaucoup plus somnolent pendant tes périodes d'éveil. Il joue un rôle essentiel dans le maintien de la température corporelle tout au long de la journée, dans la reconstitution des stocks énergétiques, la production de certaines hormones comme la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, ou encore l'hormone de croissance. Il joue un rôle dans la régulation de fonctions telles que la glycémie, dans l'élimination des toxines, la stimulation des défenses immunitaires, la régulation de l'humeur et l'activation au stress, mais ça je pense que tu l'avais bien remarqué, que quand on dort pas bien, la gestion des émotions et de son humeur est fortement impactée. Et aussi, il joue un rôle important dans les mécanismes d'apprentissage et de mémorisation. Un individu qui va manquer de sommeil a d'ailleurs 4 fois plus de risques d'attraper un rhume. Et les troubles du sommeil peuvent également être associés à un risque accru de maladies chroniques comme le diabète de type 2 ou d'autres maladies cardiovasculaires. Donc, ça nous montre surtout que le sommeil, il est important. Jusque-là, j'imagine, en tout cas j'espère que tu n'en doutais pas, et qu'en prendre soin, c'est effectivement plus que judicieux. Je t'affiche ici le tableau de ce qu'on appelle les 3 états de vigilance. Donc on va voir un petit peu comment le corps réagit en fonction de la période d'éveil ou de sommeil dans laquelle on se trouve. Par exemple, lorsque tu es réveillé, ou que ton enfant bien sûr est réveillé, ton cerveau va avoir une activité rapide, le cœur va avoir une activité rapide et régulière, la respiration va, elle, être rapide et relativement irrégulière, et bon, évidemment, ta capacité d'éveil est censée être maximale. Ensuite, on distingue 2 types de sommeil différents, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Lors du sommeil lent, le cerveau va avoir une activité de plus en plus ralentie, de plus en plus lente. Le cœur devient lui aussi beaucoup plus lent et régulier. La respiration est très lente et très régulière. Et pour le coup, en sommeil donc lent, léger, il va être assez facile de se faire réveiller. Par contre, en sommeil lent profond, ça va être particulièrement difficile. Enfin, pendant le sommeil paradoxal, qu'on appelle aussi le sommeil des rêves, même si c'est pas si vrai que ça, l'activité cérébrale va être rapide, relativement similaire à l'activité cérébrale pendant l'éveil d'ailleurs. L'activité cardiaque va être rapide et irrégulière, comme la respiration. Et lorsqu'on dort en sommeil paradoxal et qu'on est un adulte, ça va être très difficile de nous réveiller. Par contre, lorsqu'on est un enfant et qu'on se trouve en sommeil paradoxal, le retour à l'éveil va être beaucoup plus facile, ce qui nous arrange pas franchement, nous, en tant que parents. Aussi, une autre notion absolument fondamentale à connaître, mais je pense que tu l'as déjà vue sur les réseaux ou dans des livres lorsque tu te renseignes sur le sommeil, c'est le fameux train du sommeil. Le train du sommeil, il se constitue alors d'une locomotive qui représente la phase d'endormissement et il est suivi de plusieurs wagons qui correspondent aux différentes phases de sommeil plus ou moins profondes en fonction de la phase dans laquelle ton enfant se trouve. Dans une nuit d'adulte, on va avoir
4 à 6 trains du dodo qui se succèdent, mais dans la nuit d'un enfant, on est plutôt entre 5 et 10 trains du dodo sur sa nuit. Évidemment, enchaîner les trains du sommeil sans assistance, ça nécessite une maturation du cerveau qui est relativement importante et qui peut prendre parfois plusieurs années, d'accord? Donc ça dépend vraiment du stade de développement. Maintenant, tu le sais sûrement, mais la structure de sommeil, donc la constitution de ces trains du dodo, elle évolue aussi avec l'âge. Un enfant de 3 mois ne va pas du tout avoir la même structure de sommeil qu'un adulte. D'ailleurs, un enfant atteint la même structure de sommeil qu'un adulte aux alentours des 6 ans, pas avant. Donc c'est normal que ton enfant ait un sommeil qui ressemble pas franchement au tien avant 6 ans environ. Une spécificité aussi du sommeil des enfants, c'est la légèreté de leur sommeil. Le sommeil des enfants va être naturellement beaucoup plus léger et agité que le tien en tant qu'adulte. Et c'est pas pour rien, évidemment. Donc je te mets ici la représentation par âge, en tout cas l'évolution par âge du pourcentage de ce qu'on appelle le sommeil agité, qu'on appelle aussi donc le sommeil paradoxal, dont je parlais juste avant. Donc on voit que pour un enfant de 0 à 2-3 mois, il va avoir plus de 50% de son sommeil qui va être du sommeil agité ou paradoxal. Alors que pour un adulte, on est plutôt à 20% de sommeil agité ou paradoxal. Pendant les phases de sommeil agité, l'enfant, il peut bouger, être, comme son nom l'indique très justement, être plutôt agité. Il peut avoir les yeux qui bougent, on voit les yeux rouler sous les paupières. Il peut gémir, avoir beaucoup d'expressions différentes sur son visage et il peut même pleurer. Le sommeil paradoxal, le sommeil agité, il joue en réalité un rôle essentiel dans la mémorisation des apprentissages. Et c'est aussi pour ça qu'il est particulièrement important et représente une part importante du sommeil chez les plus jeunes, mais aussi, si tu regardes bien sur le schéma, pour les jeunes adultes, on va dire. Par contre, on remarque très facilement que pour les personnes âgées, surtout après 70 ans, ce sommeil agité, ce sommeil paradoxal représente une part très faible du sommeil et il devient, on va dire, moins efficace, mais on le sait très bien, les personnes âgées n'ont pas des capacités de mémorisation et une mémoire excellente. Une autre notion essentielle à connaître, c'est que la profondeur de sommeil va évoluer au cours de la nuit. On ne dort pas en début de nuit comme on dort en fin de nuit. Plus la nuit passe, plus le sommeil va être léger. À vrai dire, sur les premiers cycles de sommeil, on va avoir énormément de sommeil profond, d'accord ? Vraiment, on voit qu'il y a des pics qui descendent assez fort vers le bas, alors qu'en fin de nuit, sur les derniers cycles, ce sommeil profond va être beaucoup moins important. Par contre, on va avoir beaucoup plus de sommeil paradoxal en fin de nuit. Sauf que comme on l'a vu tout à l'heure, un enfant, il se réveille facilement pendant le sommeil lent léger et pendant le sommeil paradoxal. Donc en fait, plus on avance dans la nuit, plus ça va être facile pour un enfant de sortir du sommeil et plus ça va être aussi difficile pour lui de se rendormir profondément. D'ailleurs, sur les derniers cycles de nuit, généralement, on n'a même plus de sommeil profond. Et ça, c'est vrai chez l'enfant comme chez l'adulte. Une autre info aussi à connaître, c'est que cette profondeur de sommeil, elle est en lien direct avec la variation de certaines hormones. En l'occurrence, la mélatonine, qui est souvent associée à l'hormone du sommeil, et une autre hormone, le cortisol, qui est plutôt l'hormone du stress et de l'éveil. Donc, on voit par exemple sur le schéma que je te mets juste là, que en début de nuit, donc on va dire entre 18h et 22h minuit, on a un gros pic de mélatonine qui arrive, qui va donc permettre à l'enfant comme à l'adulte de s'endormir plus facilement et surtout de passer en sommeil profond de manière plus rapide et plus importante. Par contre, on voit que entre 2, 4 et 6 heures du matin, ce taux de mélatonine baisse de manière très importante et le cortisol, lui, va augmenter pour le coup de manière très importante car il permet à l'organisme de se préparer au réveil. Donc, dès 2-4 heures du matin, votre enfant, il va avoir un sommeil beaucoup plus léger et son corps va déjà se préparer à l'éveil.
Donc son sommeil va être beaucoup plus léger, beaucoup plus agité en fin de nuit qu'en début de nuit, en tout cas si tout va bien. Une autre caractéristique absolument essentielle du sommeil chez l'humain, c'est la présence de réveils nocturnes. Pour le coup, les réveils nocturnes, c'est vraiment une composante normale du sommeil chez l'être humain, chez l'enfant comme chez l'adulte, même si bien sûr pour les enfants, cela permet de remplir plusieurs objectifs biologiques et développementaux, comme assurer la sécurité de l'enfant. Ça permet aussi de renforcer les liens d'attachement, étant donné que l'enfant va avoir des interactions sociales avec son parent, ou en tout cas avec la personne qui s'occupe de lui pendant la nuit. Ça lui permet aussi de se nourrir très régulièrement, de réguler plus efficacement son rythme cardiaque et respiratoire, et aussi, pour les enfants allaités surtout, de venir stimuler la lactation. Donc ces réveils nocturnes, à vrai dire, surtout pour les enfants, ils sont particulièrement importants. Mais il faut bien comprendre que un adulte en bonne santé va aussi se réveiller en moyenne 4 à 6 fois par nuit, et c'est normal. Donc ces réveils nocturnes, on l'a vu, ils sont normaux, et je te disais justement qu'ils lui permettaient à ce petit bébé surtout de se nourrir régulièrement. Ça, alors je te renvoie vers une vidéo précédente que j'ai fait qui s'intitule Le sommeil des enfants entre biologie et culture. Tu en comprendras beaucoup plus facilement les mécanismes. Mais le lait humain, le lait maternel, il est particulièrement riche en sucre et assez pauvre en lipides, en graisse. Tout simplement parce que le cerveau humain, il est relativement petit en taille par rapport à la taille finale à la naissance, et il a besoin d'être nourri très régulièrement pour venir nourrir ce gros cerveau en pleine évolution. Donc forcément, qui dit gros cerveau à nourrir et à faire évoluer, dit besoin de manger très régulièrement des choses relativement sucrées pour un développement harmonieux. Donc un enfant, surtout les premiers mois de sa vie, il va avoir en moyenne 4 à 12 réveils nocturnes, ce qui est tout à fait physiologique, ça tu l'as bien compris, alors qu'un adulte est plutôt entre 4 et 6 réveils par nuit. En moyenne, un enfant de moins de 6 ans va donc se réveiller toutes les 2 à 3 heures par nuit, et pour le coup, aucune différence n'est visible entre un enfant nourri au lait artificiel et un enfant nourri au lait maternel. Parce qu'on entend aussi beaucoup de bêtises, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je te mets par exemple ici le schéma d'une étude qui est très intéressante et qui a donc évalué avec des prises de mesure pour le coup objectives la qualité de sommeil et en l'occurrence le nombre de réveils chez des enfants qui étaient allaités et des enfants nourris au lait artificiel. Donc là pour le coup cette étude elle porte que sur des enfants de la naissance à 4 mois, mais déjà elle nous donne des infos assez intéressantes. On voit que à l'âge d'1 mois, que l'enfant soit allaité ou pas, il va se réveiller entre 9 et 10 fois par nuit, et c'est à peu près pareil à 2 mois. À 3 mois, il est entre 8 et 9, voire 10 réveils par nuit. Par contre, à 4 mois, il est plutôt entre 5 et 8 réveils par nuit. À 4 mois, on distingue ici une très légère diminution des réveils nocturnes pour les enfants allaités, contrairement aux enfants nourris au lait artificiel, mais cette différence pour les âges un peu plus avancés s'estompe assez rapidement. On peut supposer effectivement que les enfants allaités basculent sur un rythme circadien, un rythme de sommeil sur 24 heures, dont on reparlera juste après, un peu plus facilement que ceux nourris au lait artificiel, tout simplement parce qu'ils disposent des variations hormonales de la maman, et en l'occurrence des sécrétions de mélatonine de la maman grâce à l'allaitement, tout simplement. Maintenant, justement, j'aimerais qu'on parle du rythme de l'enfant. Parce que tu le sais sûrement, si tu es parent, mais les premières semaines, les premiers mois de vie, l'enfant, il n'a tout simplement pas de rythme. Avant 2-3 mois, il évolue d'ailleurs sur une structure de sommeil qui n'a rien à voir, et il évolue sur un rythme qui est bien éloigné du rythme qu'on connaît en tant qu'adulte. Ce rythme-là, on dit que il est ultradien. Bon, c'est un mot ça t'as pas besoin de le retenir, ça te servira pas à grand chose. Et pour le coup, l'enfant ne distingue aussi pas du tout le jour et la nuit, en tout cas pas avant 2-3 mois. C'est seulement entre 2 et 6 mois, tout progressivement,
que l'enfant va basculer, sa structure de sommeil va évoluer en fait tout simplement vers une structure de sommeil circadienne, donc sur 24 heures, et qu'il va aussi bien sûr distinguer maintenant le jour et la nuit. Cette restructuration et ce passage sur un rythme circadien va lui permettre d'avoir des temps d'éveil et des temps de sieste beaucoup plus réguliers sur la journée, et ça y est, on commence enfin à avoir un semblant de rythme et à pouvoir un peu mieux organiser nos journées. Donc entre 2 et 6 mois, ce rythme circadien se met doucement en place et puis il vient se consolider entre 6 et 12 mois. Je te mets ici l'agenda de sommeil d'un enfant de sa naissance à ses 6 mois pour que tu vois tout simplement l'évolution et la mise en place naturelle de ce rythme circadien. On voit que les premiers mois, c'est simple, le rythme il est littéralement chaotique, il n'y en a pas. C'est très anarchique et c'est évidemment normal. Et tu vois d'ailleurs sur ce schéma, je te l'ai pas précisé, en noir donc c'est les périodes de sommeil et en blanc c'est les périodes d'éveil. Donc le premier, deuxième, troisième mois, on distingue pas franchement de rythme. Par contre, dès le 4e mois, on commence à avoir un semblant de rythme avec plus de périodes d'éveil sur la journée que sur la nuit. Même si il reste bien sûr encore des réveils sur la nuit. Pareil, au 5e mois, ça commence à se consolider un petit peu, et puis la tendance se confirme sur le 6e mois. Donc tu vois que ce rythme circadien, il se met en place tout à fait naturellement. C'est un rythme dit endogène, donc c'est vraiment interne. Par contre, il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place pour venir faciliter la mise en place de ce rythme circadien. Si c'est un sujet qui t'intéresse, j'ai fait un cours vidéo à petit prix sur le sommeil des enfants de 4 à 18 mois, où on voit justement comment vraiment, dans les faits, j'ai envie de dire, mettre en place ce rythme et comment observer déjà le rythme et les besoins de sommeil de son enfant. Ce qui va aider quand même franchement à la mise en place de ce rythme, c'est ce qu'on appelle les donneurs de temps, qui va permettre à ton enfant, ou en tout cas à son organisme, de comprendre à quel moment de sa journée il se trouve. Donc on a par exemple l'exposition à la lumière, qui est un donneur de temps absolument essentiel. Pendant la nuit, globalement pendant les périodes de sommeil, en général on est plutôt dans le noir, ou en tout cas dans la pénombre, alors que pendant les périodes d'éveil, on est plutôt exposé à la lumière. Les horaires de repas, de sieste, les horaires de lever, de coucher, qui vont doucement se régulariser, sont aussi des donneurs de temps importants. La mise en place de routines et de rituels d'endormissement, par exemple, va aussi aider l'enfant à comprendre où est-ce qu'il en est de sa journée et lui permettre d'anticiper. Une notion absolument essentielle aussi à connaître sur le sommeil des enfants, c'est ce qu'on appelle les capacités d'éveil ou fenêtres d'éveil, temps d'éveil, on entend un peu de tout. Cette capacité d'éveil, elle correspond à la durée d'éveil possible entre 2 périodes de sommeil. Tout simplement, combien de temps mon bébé peut-il rester éveillé avant d'avoir besoin de dormir à nouveau? Cette capacité d'éveil, elle augmente évidemment avec l'âge, mais elle augmente aussi au cours de la journée. Par exemple, tu l'as peut-être remarqué, mais un enfant, il a tendance à beaucoup plus facilement se fatiguer sur la matinée qu'en fin de journée. Je te mets juste ici un tableau qui reprend les temps d'éveil minimum et maximum qu'on retrouve en tout cas le plus souvent chez les enfants par tranche d'âge. Donc comme on l'a vu juste avant, les enfants de la naissance à 2 voire 3, 4 mois, il n'y a pas de rythme circadien en place, donc le rythme est naturellement très anarchique, il n'y a tout simplement pas de rythme à attendre, donc pas de capacité d'éveil ou de durée de sieste à attendre. Puis, tu vois que entre 4 et 6 mois, le temps d'éveil, il passe donc de 1h à 2h30 en moyenne, ça reste évidemment des moyennes, et l'enfant, il fait en général 4 à 3 siestes. Puis, de 6 à 12 mois, la capacité d'éveil augmente, on est plutôt entre 1h30 et 4h30, avec 3 à 2 siestes. Entre 12 et 18 mois, on a plutôt une capacité d'éveil de 2h30 à 6h, avec généralement une transition vers une sieste unique. Et puis de 18 à 24 mois, on augmente encore la capacité d'éveil qui grimpe à 3h30 à 7h en général, avec donc une sieste. Globalement, l'enfant à cet âge-là est bien passé à une sieste. Entre 2 et 6 ans, on a plutôt un temps d'éveil qui va de 5h à 14h et on a tout simplement un enfant qui arrête souvent de faire la sieste entre 2 et 6 ans. Donc tout simplement, plus ton bébé il est petit,
plus les temps d'éveil sont faibles, donc plus sa capacité de rester éveillé est courte, et plus les siestes ont tendance à être courtes aussi d'ailleurs. Une autre notion absolument fondamentale à bien comprendre, c'est ce qu'on appelle la pression au sommeil. La pression au sommeil, c'est le besoin croissant de dormir qui s'accumule pendant que tu es éveillé, ou que ton enfant bien sûr est éveillé, et qui va diminuer lorsque tu dors. On va prendre pour ça l'exemple d'un verre. Plus on reste éveillé, plus ton bébé va rester éveillé, plus il va remplir son verre. Pour pouvoir s'endormir, pour une sieste ou pour la nuit, il a besoin que son verre, que cette pression au sommeil soit suffisante, parce que sinon, s'il lui manque, son verre est pas trop rempli, il lui manque un peu de pression au sommeil, l'endormissement va être long, ton bébé va être agité, la sieste va être certainement courte avec un sommeil relativement peu reposant. Par contre, à l'inverse, si ton bébé est trop fatigué, que sa pression au sommeil est trop forte, ça y est, son verre déborde, c'est un peu la catastrophe. Ton bébé peut mettre beaucoup plus de temps à s'apaiser, à redescendre en pression et à s'endormir. Donc, pour aider effectivement lorsque ton bébé évolue sur un rythme circadien, qui commence à avoir un rythme un peu plus régulier, c'est assez intéressant d'être vigilant au temps d'éveil de ton bébé, à essayer de les observer pour voir ce qui fonctionne le mieux pour lui et de voir un petit peu combien de temps peut-il rester éveillé avant qu'il soit trop fatigué, mais en même temps sans le coucher trop tôt pour qu'il soit assez fatigué pour s'endormir et dormir de manière suffisante. Enfin, j'aimerais qu'on parle du quota de sommeil, parce que ça c'est une question qui revient souvent. J'ai l'impression que mon bébé dort pas assez, je sais pas trop comment savoir s'il dort assez ou pas. Donc pour calculer le quota de sommeil du bébé, déjà, il faut savoir qu'on le calcule uniquement sur 24 heures. On ne distingue pas les heures de sommeil diurne, donc sur les siestes, et les heures de sommeil nocturne. Tout simplement parce que, chez les enfants surtout, il y a une trop forte variabilité des besoins de sommeil entre les enfants, ce qui ne permet pas de proposer des recommandations globales qui pourraient correspondre à tous les enfants. Donc, vigilance peut-être si vous voyez sur les réseaux sociaux qu'on vous dit à 5 mois, ton bébé il doit faire 4 siestes et dormir 5 heures sur la journée. En fait, ça, personne ne peut le savoir, hormis ton bébé et toi, si tu l'observes correctement. Donc ça, voilà. Le quota de sommeil, c'est uniquement sur 24 heures. Donc, on va regarder effectivement combien de temps le bébé dort sur la nuit, sur la journée, et il y a quelques indications de recommandations donc sur 24 heures qui peuvent te montrer déjà est-ce que ton bébé est à peu près dans la moyenne ou s'il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là si tu sens qu'il a un quota qui est vraiment faible pour son âge ou au contraire très élevé. Par exemple, de 0 à 3 mois, en moyenne, on a des temps sur 24 heures qui sont à peu près de 14 à 17-18 heures, même si on a une variabilité qui est particulièrement grande sur les enfants de 0 à 3 mois. Alors, c'est pas visible sur ce schéma ici, mais on a souvent chez les enfants de 0 à 3 mois une variation horaire du besoin de sommeil qui va de 8 heures à 22 heures par 24 heures, donc qui est particulièrement importante. Entre 4 et 12 mois, on a plutôt un quota de sommeil de 12 à 15 heures en moyenne, en tout cas quand tout va bien sur la journée. Et puis entre 1 et 2 ans, on diminue souvent vers 10 à 14 heures. Pour les plus grands, on est plutôt entre 9 et 13 heures de sommeil globalement sur 24 heures. Donc pour savoir si ton bébé dort suffisamment, tu peux bien sûr observer son quota de sommeil, voir s'il est plus ou moins dans la moyenne pour son âge, mais ce qui va compter surtout, c'est est-ce qu'il grandit bien, est-ce qu'il a une bonne croissance, et aussi quelle est son humeur durant les temps d'éveil. Si pendant ces temps d'éveil, il est joyeux, il mange bien, il est dynamique, il babille, peut-être un peu trop, qu'il bouge beaucoup, c'est que tout va bien. Si par contre tu sens qu'il se fatigue très vite, qu'il est très vite irritable, qu'il est très ronchon, qu'il montre des signes de fatigue très rapidement sur ces temps d'éveil, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Enfin, la dernière notion que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les périodes de régression de sommeil. Et à vrai dire, j'aime pas du tout ce mot-là de régression qui donne vraiment l'impression d'un retour en arrière, alors que c'est pas du tout le cas. En fait, je préfère parler de périodes de perturbation de sommeil, c'est déjà beaucoup plus juste. Ces périodes de perturbation de sommeil, elles sont souvent en lien avec une évolution, une acquisition
en cours chez le bébé, ou alors une modification dans la routine de l'enfant. Par exemple, le début d'un mode de garde, le début de la diversification alimentaire, un déménagement, une nouvelle grossesse, un décès, enfin plein de modifications qui peuvent venir impacter sa routine et son quotidien. Et au niveau des évolutions ou des acquisitions, ça peut être l'apprentissage du retournement, du quatre pattes, l'appréhension volontaire, l'anxiété de séparation, enfin voilà, plein de périodes que va traverser l'enfant. Et il faut bien comprendre qu'à chaque période d'apprentissage, à chaque nouvelle acquisition, il y a en réalité une augmentation importante de l'activité cérébrale. Pour faire très simple, très basique, dans le cerveau, on a évidemment plein de neurones, surtout les bébés, et entre chaque neurone, il y a des petits fils pour que les neurones se touchent. Lors d'une nouvelle acquisition, le nombre de petits fils, donc de connexions entre les neurones, augmente de manière considérable. Donc pour faire simple, votre bébé, à chaque période d'évolution, c'est-à-dire à peu près tous les 4 matins, les 2 premières années de vie, il va avoir un cerveau en pleine ébullition. Et évidemment, comme tu peux l'imaginer, ce cerveau en pleine ébullition, il peut dégrader un petit peu son sommeil. On peut, lors des périodes de perturbation de sommeil, avoir des siestes beaucoup plus courtes, qui semblent un petit peu moins reposantes. On a des siestes, enfin des endormissements, qui sont beaucoup plus compliqués. Un bébé qui va être hypertonique, hyperactif, vraiment un bébé très excité au coucher. Il peut aussi s'agacer plus rapidement que d'habitude, avoir un fort besoin de présence, être en forte demande d'attention. Les rituels qui jusque-là fonctionnaient pas trop mal ne fonctionnent plus si bien et il peut se réveiller beaucoup plus la nuit avec un sommeil beaucoup plus agité. On l'a vu au début, lors du sommeil agité, du sommeil paradoxal, c'est là où vraiment la mémorisation des nouvelles acquisitions se fait au niveau du cerveau, donc c'est aussi là où le sommeil va être le plus impacté. Ces périodes de perturbation, en fonction de leur origine, elles peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines. Et comme souvent dans la parentalité, la clé pour traverser ces périodes de perturbation, c'est de pouvoir s'adapter au maximum aux besoins du moment de ton bébé. Et le du moment est particulièrement important parce que ces périodes, aussi rudes qu'elles peuvent être, sont toujours temporaires. Voilà, donc je voulais un petit peu vous parler aujourd'hui de toutes les notions essentielles sur le sommeil, les trains du dodo, l'évolution de la capacité d'éveil, la pression au sommeil, tout ça, pour que vous puissiez peut-être un petit peu mieux comprendre les comportements de vos enfants. Si jamais le sujet du sommeil t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et je te recommande aussi de te rendre sur mon site internet petiteframboise.fr. Tu retrouveras plein d'infos, des articles de blog. Je suis aussi relativement active sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Tu retrouves aussi des guides, des webinaires et bien sûr aussi, si tu en ressens le besoin, je propose des consultations individuelles. À très vite pour une prochaine vidéo.